Lili Steinbeck, dans le 11e pion, c'est un peu différent comme personnage. Hein. Là aussi, c'est quand elle entre en scène. On est aussi sur la scène du crime, qui est un peu différente. Il s'agit donc d'une disparition. Certains diraient un enlèvement, on ne sait pas. Les blagues cessèrent immédiatement lorsque Lili Steinbeck fit son apparition dans la pièce. Elle était connue pour envoyer paître les blagueurs. Elle avait une façon à la fois arrogante et envoûtante d'expliquer à l'intéressé qu'il ferait mieux de réserver ses inepties pour ses loisirs. Elle donnait aux hommes le sentiment que le complet qu'ils portaient ne leur allait pas. Lili Steinbeck était quelqu'un qui dénonçait des choses effectives, établissant de la sorte une concordance entre les faits et leur perception. Avec elle, un repas trop salé était un repas trop salé. Il n'était pas épicé ou relevé, ne constituait pas l'expression d'un sentiment amoureux. Pendant longtemps, Lili Steinbeck avait dirigé un département spécial, semi-officiel, de la police viennoise, et on la disait extrêmement compétente en matière d'enlèvement. Assez tardivement, la quarantaine venue, elle s'était lassée de Vienne, à un moment où d'autres effectuent leur retour après avoir parcouru le vaste monde afin d'enrichir l'opérette viennoise d'une note mondaine, croit-il. Pour quelqu'un comme Steinbeck, c'était une illusion évidemment. Reprenons à ce propos l'idée du repas trop salé. Vienne est Vienne, une opérette est une opérette, une jambe amputée est une jambe amputée. Dans sa nouvelle affectation, elle avait continué à travailler sur les affaires de rapt. Sa réputation était irréprochable, elle avait du succès et se montrait en tout point incorruptible. Comme autrefois à Vienne, on la prenait aujourd'hui encore pour une lesbienne, probablement parce que ses collègues hommes et femmes ne pouvaient ou ne voulaient croire à l'existence d'un être neutre. Un être neutre, c'était un blasphème, comme si on crachait sur un repas apparu subitement alors qu'on meurt de faim. Et de fait, Lili Steinbeck était extrêmement frêle, voire maigre. Son long cou mince semblait être le centre de son corps, comme s'il abritait le cœur et l'âme de sa propriétaire. Elle ne faisait nullement penser à Pinocchio, mais plutôt à Audrey Hepburn. Et ce, en dépit de son nez spectaculairement déformé, un nez brisé en plusieurs endroits, qui paraissait avoir glissé vers le front, un peu comme chez les Klingons. Que cet organe abîmé, fort peu respectueux de la ligne médiane, se trouva dans un très joli visage, régulier, clair, d'une blancheur et d'une uniformité élégante, voilà ce qui constituait le véritable scandale aux yeux de la majorité des observateurs. Le fait que Lili Steinbeck s'abstint de modifier ne fût-ce qu'un tant soit peu l'état de son nez. Si tout le visage était allé à volo, comme on dit, un nez écrasé n'aurait pas été gênant. Il y a des gens qui ont l'air de monstres, et alors. Mais se dispenser de remédier au préjudice massif causé à sa beauté, tout en étant merveilleusement habillé et coiffé, toujours maquillé à la perfection et chaussé de souliers à la mode, même dans les situations délicates, accepter le destin de son nez avec humilité, c'était une énigme, pour un sujet de contrariété. Il n'était pas rare que les hommes se disent, en voyant Lili Steinbeck, une garce raffinée. Voilà ce qu'ils se disaient, et cela les irritait parce que l'insulte garce ne pouvait que glisser sur Steinbeck, à l'inverse de celle qui stigmatisait son raffinement. Son rang hiérarchique ne jouait aucun rôle, elle était simplement la Steinbeck, une autorité, et ce à mains égales. Ce n'était pas une question de sympathie ni de considération, c'était plutôt comme avec les guépards. Les guépards sont les animaux terrestres les plus rapides, que cela plaise ou non aux antilopes et compagnie. Du reste, Lili Steinbeck faisait beaucoup penser à une femelle guépard, et pas seulement à cause de sa minceur. Les guépards ne peuvent pas rentrer leurs griffes. Les femelles sont des solitaires, sauf quand elles ont des petits. Puis ces animaux sont sentés très fragiles. Insuffisante diversité génétique, semble-t-il. Bon, Steinbeck se passait aussi bien de diversité que de repas surgis comme par magie, sans avoir à cracher. Elle ne crachait pas, cela va de soi. Et elle se couchait tôt. Autre source d'indignation secrète. Steinbeck refusait catégoriquement de passer des nuits blanches au nom de la police et de l'État. Elle tenait à être chez elle au plus tard à 20h et au lit à 21h afin d'avoir au moins 10 heures de sommeil et dans le meilleur des cas de repos. 12, c'était encore mieux. La vie n'était pas assez marrante pour qu'on eût envie de rester éveillé plus de la moitié de la journée. Je suis Lili Steinbeck, dit la Steinbeck, en tendant la main à Viola Stransky. Les hommes présents, parmi lesquels se trouvait un inspecteur principal du nom de Hübner, eurent droit à un regard en bloc. Puis Steinbeck revint à Madame Stransky et expliqua sans détour « Je suis chargé de retrouver votre mari ». Bon, c'est deux enquêteurs voilà, qui sont un peu atypiques par rapport à la moyenne des enquêteurs, mais on se dit quand même qu'ils vont s'atteler à résoudre l'énigme maintenant, tout de même. Alors, si on veut, oui, ils vont s'y atteler. Kastic, il est raisonnablement doué, il est très professionnel, il est également terriblement indiscipliné. Donc il va exploiter au maximum les deux indices dont il dispose. Ce sera les seuls spoilers, mais enfin ça on les a vite. Les requins, ils sont même dans le titre, et une empreinte de prothèse auditive trouvée sur le cadavre. Et avec ça va faire une enquête classique. En réalité, vous en apercevrez avec un peu d'incrédulité, parce qu'au fur et à mesure que le roman avance, vous dites, bon, mais il l'amène cette enquête. Oui, il l'amène, mais il l'amène un peu comme il a envie de le faire, là où il trouve que c'est sympathique d'aller, donc il l'a fait à son idée. Alors ça peut recouper la résolution de l'énigme, ça peut ne pas la recouper, je vous laisse en juger à la lecture. Bon, Lili Steinbeck, de ce point de vue, elle est très différente, parce que c'est une vraie, comme sa description le laisse un peu entendre, c'est une bête de guerre, elle est ultra consciencieuse et elle veut absolument résoudre l'énigme et gagner.
mais elle est aussi extrême dans l'impulsivité qu'elle est dans l'intelligence. Comme elle est très intelligente, elle est très impulsive. Avec elle, l'intrigue va nous emmener successivement, bon, j'espère que ça ne serait pas trop des spoilers, bon, accrochez-vous parce que ça va aller très vite, en Grèce, au Yémen, à l'île Maurice, à l'île Saint-Paul, à Kinshasa et à Stuttgart. Au milieu de circonstances, d'imprévus, qui au fond, que ce soit à chaud avec du recul, ont assez peu à voir avec ce qu'il serait convenu d'appeler l'énigme. Il y aura beaucoup de rencontres merveilleuses, comme celle avec un détective grec, obèse, qui a pourtant quelque chose de très spécial. Alors je voulais vous dire ce que c'était, ce qu'il y avait de très spécial, mais Anaïs m'en a fortement empêché, en disant que c'était hors de question de le dire. Donc voilà, il y a quelque chose de spécial. Ou alors, une autre rencontre assez incroyable, c'est une colonie oubliée de dodos. Je ne sais pas si vous voyez ce que sont les dodos, c'est des animaux disparus qui sont un peu les espèces d'ancêtres des pingouins, si on veut. Alors il est sûr que cette colonie, cette espèce disparue, bon, ça aurait évidemment le don de mettre en transe, ou presque, le scientifique qui a croqué la pomme, s'il y était confronté. Alors vous avez vu, je mets ce s'il y était confronté comme anti-spoiler, comme ça vous ne savez pas s'il va le rencontrer ou pas, et c'est quand même extrêmement habile. Alors, cette colonie, on va dire aussi qu'elle se trouve, avec tous ces dodos en liberté, au sein d'une base secrète française, désaffectée, qui anciennement était vouée à préparer la conquête de... Et là aussi, je ne peux pas le dire parce qu'Anaïs me dit surtout pas, donc vous verrez bien quelle conquête se préparait dans cette base du Pacifique austral, de l'océan Indien austral, pardon. Bon là vous vous dites, ok, c'est du grand n'importe quoi, c'est du réalisme magique, c'est du fantastique. Là. Bon non, pas du tout, hein, parce que là, la rigueur, il y a une rigueur ironique, et il y a un art, parce que là je crois qu'il faut parler d'art, de la part d'Heinrich Steinfest, c'est d'inscrire chacune de ces manifestations qui sont, allez, surprenantes, et il y en a pas mal, j'en ai cité que deux, mais il y en a beaucoup, dans un réseau de justification qui les enserre et puis qui les rend ordinaires, objectives. Par exemple, quand on tombe sur le truc spécial du gros grec, il y aura un protagoniste présent pour confirmer que oui, il a déjà rencontré l'individu en question par le passé, que c'est bizarre en effet, mais oui, c'est comme ça, et donc ça paraît normal à tout le monde finalement après la surprise initiale. Lorsqu'on débouche dans la base secrète, il y a dans le paysage de narration un ex-officier de la DGSE, qui au passage d'ailleurs nous en apprend beaucoup, mais ça c'est une incise sur ce qu'était vraiment l'affaire Greenpeace, mais il vient de débarquer avec l'un des partis en présence et il confirme tout comme ça simplement. Ah ouais, la base secrète, on y a beaucoup travaillé dans les années 60-70, mais je pensais que tout avait été démonté. Ah bon, il en reste des traces. Et là, vous dites, ah bon, bah, si tout le monde est au courant, d'accord, c'est normal. Donc en fait, on rit beaucoup tout au long de ces enquêtes. On rit énormément même. Mais on n'est pas dans la farce pure. On est sans arrêt dans une espèce d'équilibre instable, un peu vertigineux entre l'écroulement de rire et puis le vertige métaphysique. Parce qu'à très nombreux moments, on s'arrête, on est tout pensif et on se dit mais comment on en est arrivé à cette situation ou à cette réflexion qui vient de surgir, que ça vienne de l'enquêteur ou pas. Et c'est là qu'on admire le talent de l'auteur, parce qu'il y a cette ironie qui est distanciée, qui est subtile, et qui permet des clins d'œil métaphysiques en permanence, même quand il n'y a pas Wittgenstein. Ce qui est bien. Alors je n'hésite pas à envie de finir sur une de ces remarques saisissantes, qui sont faites au passage, parce qu'il y a beaucoup de remarques au passage dans ces deux romans, qui rythment les deux romans, donc la voici. À propos de la circulation à Athènes, on signalera juste qu'il existe aussi d'autres endroits où il se passe beaucoup de choses, par exemple les fourmilières et les zones riches en plancton.